Le grand salon de l'hôtel particulier résonnait du cliquetis des verres et des murmures feutrés de l'élite parisienne. Les lustres en cristal projetaient des éclats de lumière scintillants, créant une ambiance chaleureuse mais chargée, presque étouffante. Jacques Lafont, célèbre et respecté dans les milieux d'affaires, siégeait à une table ornée de vaisselle en argent et de fleurs fraîches. Son visage restait impassible, marqué par une expression sévère, presque inapprochable, que beaucoup lui connaissaient bien. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Alors qu'il entamait son plat principal, un léger malaise commença à poindre. Au départ, il n'y prêta pas attention, mais l'étourdissement s'intensifia et une sueur froide s'installa sur son front. En un instant, sa vision se troubla et il sentit la pièce tourner autour de lui. C'est alors qu'une jeune serveuse, vêtue de son uniforme noir impeccable, s'approcha précipitamment de lui. « Ah monsieur, vous allez bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais inquiète. Elle posa doucement une main sur son épaule, lui offrant un verre d'eau. Le geste était simple, mais dans la confusion de son malaise, Jacques trouva dans ce contact une étrange sensation de réconfort, en relevant la tête pour la remercier. Il fut frappé par un détail qui le figea sur place. Autour du cou de la jeune femme pendait un petit pendentif délicat, avec un design en forme de feuille. C'était exactement le même que celui que portait sa fille, disparu dans un tragique accident 20 ans plus tôt. Ce bijou, Jacques le connaissait trop bien, car il l'avait lui-même offert à sa fille pour ses 10 ans. L'espace d'un instant, Jacques eut l'impression que le temps s'était arrêté. La confusion laissa place à un tourbillon de pensées, de souvenirs enfouis et d'émotions refoulées. La serveuse, intriguée par son regard intense, lui demanda timidement « Monsieur, est-ce que tout va bien ?» Jacques retrouva peu à peu ses esprits et tenta de dissimuler son trouble. « Oui. Merci beaucoup, mademoiselle. » Il chercha son nom sur son badge. « Élise Caron, c'est ça. » Elle hocha la tête en souriant, visiblement soulagée de le voir reprendre des couleurs. « Oui, monsieur. Je suis contente de voir que vous allez mieux. Merci, Élise, » murmura-t-il, toujours absorbé par ce pendentif qui continuait de scintiller autour de son cou. Elle s'éloigna doucement pour reprendre son service, tandis que Jacques restait immobile, le regard rivé sur le vide, comme s'il venait de recevoir une révélation bouleversante. Il se ressaisit lentement, mais son esprit restait envahi par ce souvenir douloureux de sa fille perdue. Depuis cet accident, il avait vécu en gardant une distance émotionnelle avec le monde, bâtissant autour de lui une carapace de froideur et de contrôle. Pourtant, l'apparition de ce pendentif, aussi innocente qu'elle semblait, venait de fissurer cette armure qu'il avait mis des années à solidifier. La soirée continua autour de lui, mais Jacques n'était plus vraiment présent. Il observait Élise discrètement, tentant de capter chaque détail, sa démarche, son visage, la façon dont elle souriait aux clients. Tout en elle lui rappelait quelque chose d'intangible, presque fantomatique. Cette ressemblance ne pouvait être une simple coïncidence. Il en était persuadé. Lorsque le dîner se termina et que les convives commencèrent à se disperser, Jacques attendit patiemment qu'Élise finisse son service. Lorsqu'elle sortit enfin, il se dirigea vers elle, la gorge nouée d'appréhension. « Mademoiselle Caron, Élise, » commença-t-il d'une voix un peu hésitante, ce qui était rare pour lui. « Je voulais juste vous remercier encore pour votre aide ce soir. » Elle lui répondit avec un sourire franc. « Oh, ce n'est rien, monsieur, c'est mon travail. Après tout. » Jacques hésita un instant, puis désigna le pendentif du regard. « Ce bijou que vous portez, il est très joli. Est-ce qu'il a une signification particulière pour vous ?» Élise sembla surprise par la question, touchant instinctivement le pendentif. « Pas vraiment. Enfin, je ne sais pas vraiment. Je l'ai depuis aussi longtemps que je me souvienne. En fait, il est la seule chose que j'avais quand on m'a trouvé bébé, apparemment abandonné dans un parc. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Jacques comme un écho douloureux. « Bébé, abandonné !» murmura-t-il, peinant à dissimuler le choc qui l'envahissait. Elle acquiesça, un peu gênée par la tournure de la conversation. « Oui, je n'ai jamais connu mes parents. J'ai été élevée dans un orphelinat, et ce pendentif est tout ce qui me relie à mon passé, en quelque sorte. » Un frisson traversa Jacques. Était-ce possible? Pouvait-il vraiment se tenir devant sa fille, celle qu'il croyait perdue à jamais? Chaque fibre de son être voulait y croire, mais la peur de l'illusion le retenait. Pourtant, ce pendentif,
cette histoire. Tout semblait trop bien s'aligner. Il inspira profondément, tentant de calmer les battements frénétiques de son cœur. « Élise, je crois que nous devons parler. » Son regard, empreint d'une émotion qu'il ne s'était jamais permis de montrer, plongea dans celui de la jeune femme. Élise, légèrement déconcertée, hocha la tête, prête à écouter ce que cet homme étrange et mystérieux avait à lui dire. Mais elle ignorait encore que cette rencontre fortuite allait changer sa vie à jamais. Après cette rencontre troublante, Jacques ne pouvait plus ignorer le sentiment persistant qui le hantait. Le pendentif d'Élise et son histoire lui avaient ouvert une brèche qu'il ne parvenait plus à refermer. La possibilité qu'Élise soit sa fille n'était plus une simple idée. Elle devenait une obsession silencieuse. Dès le lendemain matin, Jacques fit appel à son assistant personnel. Bernard, homme de confiance qui travaillait pour lui depuis des années, d'un ton sec et mesuré, il lui expliqua la situation, en omettant toutefois les détails les plus personnels. « Bernard, j'ai besoin que tu fasses des recherches sur une jeune femme du nom d'Élise Caron. Elle travaille comme serveuse au restaurant où nous étions hier soir. Je veux tout savoir sur elle, sur son passé, et surtout sur sa famille. » Bernard, habitué aux exigences de son patron, n'émit aucune question. « Je m'en occupe, monsieur Lafont. » Au fond de lui, Jacques savait qu'il allait trop loin, qu'il franchissait une limite intime, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'idée qu'Élise puisse être sa fille ravivait une flamme qu'il croyait éteinte depuis des années. Chaque détail sur elle devenait essentiel. Chaque fragment d'information une possible confirmation. Pendant ce temps, Élise, loin de se douter des recherches menées en secret, continuait son quotidien sans changement apparent, mais elle ne pouvait ignorer le souvenir de cet homme mystérieux qui l'avait regardé avec une intensité étrange la veille au soir. Les mots qu'il avait prononcés et son regard bouleversé l'avaient marqué. Quelque chose chez lui avait également semblé familier, sans qu'elle parvienne à en saisir la raison. Quelques jours passèrent avant que Bernard revienne avec les informations demandées. Jacques parcourut le dossier avec une minutie quasi obsessionnelle. Élise Caron, 23 ans, orpheline depuis son plus jeune âge, avait été trouvée, bébé, dans un parc de la ville et recueillie par les services sociaux. Elle avait grandi dans un orphelinat jusqu'à sa majorité, sans aucune information sur ses parents biologiques. À chaque ligne, Jacques sentait son cœur se serrer. Tout correspondait avec ce qu'il savait de sa propre histoire et de celle de sa fille disparue. L'accident, la disparition, et maintenant cette jeune femme, seule au monde, portant un pendentif identique. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Il devait cependant garder la tête froide, bien que tout en lui crie le contraire. S'il commençait à agir sur la base d'un instinct paternel désespéré, il risquait de faire peur à Élise, de la pousser à s'éloigner. Il devait donc trouver un moyen de se rapprocher d'elle, tout en restant prudent. Peu de temps après, il retourna au restaurant où Élise travaillait, se contentant cette fois de la saluer de manière polie, presque distante. « Bonjour, Élise, comment allez-vous aujourd'hui ?» demanda-t-il, feignant un intérêt purement cordial. Élise lui répondit avec son sourire habituel, mais ses yeux brillaient d'une lueur de curiosité. « Bonjour, monsieur Lafont, je vais bien, merci. C'est gentil de votre part de demander. » Ils échangèrent quelques mots, toujours sur un ton formel, mais Jacques sentait que cet échange était différent. Élise semblait moins sur ses gardes, comme si elle acceptait cette nouvelle routine où ils venaient régulièrement prendre un café au restaurant. Jour après jour, ils se côtoyaient sans jamais aborder de sujets personnels. Cependant, chaque interaction les rapprochait imperceptiblement, renforçant le lien mystérieux qui semblait les unir. Un soir, alors que le restaurant fermait et qu'il n'y avait plus de clients, Jacques osa enfin poser une question qui le tourmentait. « Élise, avez-vous déjà pensé à chercher des informations sur vos parents biologiques ?» demanda-t-il. D'un ton qui se voulait léger, mais qui trahissait une certaine émotion, Élise haussa légèrement les épaules, affichant un sourire mélancolique. « Parfois, oui, mais je suppose que j'ai fini par m'habituer à cette idée. J'ai toujours vécu sans eux, alors... » Elle hésita un instant, cherchant ses mots. « J'ai ce pendentif. C'est tout ce qu'il me reste. Il ne me donne aucune réponse, mais il me rappelle qu'ils ont peut-être existé un jour. » Les paroles d'Élise touchèrent Jacques profondément. Son cœur se serra en entendant la résignation de cette jeune femme, qui portait encore, sans le savoir, le poids d'une tragédie familiale. Il sentait sa détermination se renforcer davantage.
Il devait découvrir la vérité. Le lendemain, Jacques prit une décision. Il engagerait un détective privé pour effectuer des recherches encore plus approfondies. Les informations recueillies par Bernard avaient été précieuses. Mais elles n'étaient qu'une pièce du puzzle. Si Élise était réellement sa fille, il devait en être certain avant de lui en parler ouvertement. Il ne pouvait pas se permettre de laisser cette question le hanter davantage. En quittant le restaurant ce soir-là, il jeta un dernier regard à Élise, qui souriait en rangeant les tables. Ce sourire innocent et sincère lui rappelait les rares photos qu'il avait encore de sa fille. Ce même regard d'innocence et de pureté qu'il avait tant aimé. Le doute était toujours là, mais il sentait que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, se trouvait à portée de main. Depuis que Jacques avait décidé de revoir Élise régulièrement, sa routine s'était transformée. Chaque jour, il trouvait une raison pour passer au restaurant. Parfois, c'était pour un simple café, d'autres fois pour un dîner rapide. Mais à chaque visite, il observait Élise, écoutait sa voix, s'imprégnait de sa présence, et tentait de décoder ce lien inexplicable qu'il ressentait. Élise, quant à elle, avait remarqué ses visites fréquentes, mais n'en disait rien. Elle se contentait de le saluer avec un sourire sincère, lui offrant son meilleur service comme à tout autre client. Cependant, il y avait quelque chose dans le regard de Jacques qui l'intriguait, une sorte de tristesse ou de nostalgie qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle se sentait presque attirée par cette aura mystérieuse, bien qu'elle ne puisse expliquer pourquoi. Un soir, alors qu'il n'y avait plus de clients et que l'équipe du restaurant finissait le nettoyage, Jacques engagea timidement la conversation. « Élise, ça fait combien de temps que vous travaillez ici ?» demanda-t-il, prenant soin de garder un ton détendu. Élise se tourna vers lui, surprise par cette question inattendue. « Cela fait un peu plus d'1 an maintenant. Avant, je travaillais dans un petit café, mais les horaires étaient compliqués. Alors j'ai trouvé ce poste ici. » Jacques hocha la tête, essayant de se rapprocher d'elle tout en restant discret. « Ça ne doit pas être facile. Des horaires aussi tardifs. Vous avez de la famille qui vous soutient ?» Elle sourit, presque amusée par la question. « Non, pas vraiment. Je suis seule depuis toujours. Mais cela ne me dérange pas. Je suis habituée. Le travail ici me permet de vivre correctement. Et, honnêtement, je préfère être occupée. » Ces mots laissèrent Jacques silencieux. Cette jeune femme, avec son sourire sincère et sa douceur naturelle, avait dû affronter le monde seule. L'idée le bouleversait, car il imaginait tout ce qu'elle aurait pu vivre s'il avait été là pour elle. Si elle n'avait pas disparu, au fil des jours, les conversations entre eux devinrent plus personnelles, plus intimes. Jacques évitait toujours de poser des questions directes, mais il apprenait des détails précieux sur la vie d'Élise. Elle lui confia qu'elle aimait lire, qu'elle passait son temps libre à écrire des poèmes, et qu'elle rêvait de pouvoir voyager un jour, bien qu'elle n'en ait jamais eu l'occasion. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans le restaurant, Jacques se risqua à partager quelque chose de personnel. « Vous savez, Élise, il y a longtemps j'ai eu une fille. Elle aurait à peu près votre âge aujourd'hui. » Élise le regarda, surprise. C'était la première fois qu'il mentionnait sa famille. Et elle sentit que ces mots portaient un poids particulier. « Oh, je suis désolée. » Jacques secoua doucement la tête, un sourire triste aux lèvres. « Elle a disparu il y a longtemps. Un accident, quelque chose d'inattendu, qui a bouleversé ma vie. » Il se racla la gorge, tentant de contenir l'émotion. Depuis ce jour, j'ai dû apprendre à vivre avec cette perte, à porter ce vide. Un silence pesa entre eux, et Élise sentit une étrange tristesse l'envahir, ce sentiment de perte. Elle le comprenait sans même en avoir les mots. Elle se retrouva à poser sa main sur la sienne, un geste réconfortant et naturel. « Vous êtes un homme fort, monsieur Lafont, et peut-être que certaines choses perdues finissent par nous revenir, d'une manière ou d'une autre. » Les paroles d'Élise résonnèrent profondément en lui. Il se surprit à lui sourire. Un sourire sincère et chaleureux qu'il n'avait pas partagé depuis des années. À cet instant, il sentit que quelque chose changeait en lui, que le mur qu'il avait érigé depuis la perte de sa fille s'effritait lentement. Au fil des semaines, cette relation évolua de façon presque imperceptible. Élise appréciait de plus en plus les visites de Jacques et elle se surprenait parfois à attendre avec impatience son arrivée. Il devenait, sans qu'elle ne le réalise, une sorte de figure paternelle. Jacques, quant à lui, voyait en elle bien plus qu'une jeune femme attachante.
Il voyait la possibilité d'une seconde chance, d'une famille à retrouver. Malgré tout, l'incertitude le rongeait toujours, et cette question sans réponse menaçait de le hanter indéfiniment. Un jour, alors qu'il quittait le restaurant, Jacques se dit qu'il ne pouvait plus rester dans ce doute. Il devait savoir, il devait vérifier cette intuition qui le tourmentait. Le lendemain, il invita Élise à prendre un café en dehors du restaurant. Elle accepta, curieuse de voir ce que Jacques avait à lui dire. Assis dans un petit café au coin d'une rue animée, ils discutèrent de tout et de rien, mais Jacques finit par aborder le sujet délicat qui l'obsédait. « Élise, je sais que cela peut paraître étrange, mais j'aimerais que l'on fasse un test pour vérifier. » Il hésita, les mots semblant lui brûler la langue. Pour voir si nous sommes liés par le sang, Élise le fixa. Abasourdie par cette demande inattendue, elle tenta de trouver les mots, mais le choc de cette révélation la laissait sans voix. Elle avait toujours vécu dans l'idée qu'elle n'avait aucune famille, aucun parent, l'idée qu'elle puisse être la fille de cet homme qu'elle respectait, qu'elle appréciait de plus en plus, la bouleversa. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur Lafond », murmura-t-elle, confuse mais intriguée. Jacques, sentant son hésitation, tenta de la rassurer. « Je comprends que cela puisse être perturbant. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Mais, pour moi, pour ce que cela signifie, j'ai besoin de savoir. » Après un long moment de silence, Élise acquiesça lentement. « D'accord, si cela peut vous apporter des réponses. Alors faisons ce test. » Jacques sentit un immense soulagement le submerger, bien que l'attente des résultats promettait d'être longue et éprouvante. Il savait qu'il était enfin sur le point de connaître la vérité. Les jours qui suivirent furent marqués par une attente presque insupportable. Jacques, d'ordinaire maître de lui-même et impassible face aux imprévus, se surprenait à compter les heures et à se laisser envahir par une angoisse sourde. Chaque matin, en se levant, il se demandait si aujourd'hui serait le jour où la vérité se révélerait enfin. Élise, quant à elle, oscillait entre excitation et appréhension. La révélation que Jacques lui avait faite lors de leur café l'avait profondément troublée. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour quelqu'un prétendrait être son père. Cette idée lui semblait aussi belle que terrifiante. Elle se demandait ce que cela changerait dans sa vie, si la réponse s'avérait positive. Elle avait vécu seule pendant si longtemps. Était-elle prête à accueillir quelqu'un dans sa vie, surtout quelqu'un d'aussi particulier que Jacques? Les deux attendirent les résultats avec des émotions mélangées. Mais malgré leur nervosité, ils continuèrent à se voir, gardant une routine informelle de rencontres au restaurant ou dans des cafés discrets. Chacun de ces moments passés ensemble semblait renforcer ce lien fragile et incertain, comme si leurs âmes se reconnaissaient sans même avoir besoin de confirmation scientifique. Un après-midi, Jacques s'installa avec Élise dans un petit parc tranquille pour profiter du soleil printanier. Ils discutèrent de tout et de rien, abordant des sujets légers pour éviter la tension omniprésente. Élise lui raconta des anecdotes amusantes de son enfance à l'orphelinat, des souvenirs simples mais précieux, alors que Jacques l'écoutait avec attention, fasciné par chaque mot. « Vous savez, » commença-t-elle avec un sourire malicieux, « je n'ai jamais été du genre à me comporter sagement. À l'orphelinat, j'étais connue pour mes petites bêtises. Il y avait une fois où j'ai fait croire aux autres enfants qu'il y avait un trésor caché dans le jardin. » Elle éclata de rire en se remémorant les regards incrédules des autres enfants. Jacques sourit, captivé par cette scène qu'il imaginait parfaitement. « Un trésor, je vois que vous avez toujours eu de l'imagination. » Elle acquiesça, amusée. Oui, il fallait bien rendre les choses plus intéressantes. Un silence suivit, puis elle baissa les yeux, son visage prenant une expression plus sérieuse. « C'est drôle, jusqu'à ce que vous me parliez de ce test. Je n'avais jamais vraiment pensé que je pourrais avoir une famille quelque part. C'était plus facile de penser que personne ne me cherchait. » Jacques sentit un pincement au cœur. Il se rendit compte de la solitude qu'Élise avait dû endurer et de la manière dont elle avait construit sa vie en acceptant ce manque. Peut-être que certaines choses ne sont pas aussi simples. Élise, parfois, on découvre des vérités bien plus tard que prévu. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence, un monde de sentiments non exprimés passa entre eux. Il y avait de l'espoir, de la peur, mais surtout une connexion indescriptible qu'ils sentaient sans pouvoir la nommer. Quelques jours plus tard, l'appel tant attendu arriva. Jacques reçut un message de la clinique, l'informant que les résultats du test ADN étaient prêts et disponibles.
Il sentait son cœur battre à tout rompre alors qu'il composait le numéro pour connaître la vérité. La voix calme et professionnelle du médecin résonna à l'autre bout du fil. « Monsieur Lafond, les résultats confirment que vous et mademoiselle Élise Caron êtes effectivement liés par le sang. Elle est votre fille. » Ces mots, simples mais puissants, bouleversèrent Jack. Il se surprit à rester silencieux, submergé par l'émotion. Tout ce qu'il avait espéré, tout ce pourquoi il avait prié en silence, venait de se concrétiser en un instant. Élise était sa fille. Elle avait survécu à ce qu'il avait toujours cru être un accident fatal. Et elle était ici, devant lui, prête à accueillir ce lien qu'il avait longtemps cru perdu. Lorsqu'il retrouva Élise ce soir-là, il ne put cacher l'émotion qui illuminait son visage. Elle le vit s'approcher, et même sans qu'il prononce un mot, elle sut que les résultats étaient là. « Alors ?» demanda-t-elle. Son propre cœur battant à tout rompre, Jack prit une profonde inspiration avant de répondre, la voix tremblante d'émotion. « Élise, tu es ma fille. » Un silence s'installa alors qu'Élise absorbait cette nouvelle. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle s'était jetée dans ses bras, cherchant ce réconfort qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Jack la serra contre lui avec une force douce, comme s'il avait peur de la perdre à nouveau. « Tout ce temps, » murmura-t-elle, la voix entrecoupée de sanglots. « J'ai toujours cru que personne ne me cherchait. » Jack lui caressa les cheveux, sa propre voix brisée par l'émotion. « Je t'ai cherchée, Élise. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai longtemps cru que je t'avais perdue pour toujours. » Ils restèrent ainsi, enlacés, comme s'ils cherchaient à rattraper tout le temps perdu. Ce moment semblait effacer toutes les années de solitude et de tristesse. Offrant à chacun une lueur d'espoir inattendue, après de longues minutes, ils se séparèrent légèrement, encore sous le choc de cette nouvelle. Jack prit doucement les mains d'Élise dans les siennes et lui sourit. « Nous avons tant de choses à rattraper, toi et moi. » Elle acquiesça, les yeux brillants d'un mélange de bonheur et d'incrédulité. « Oui, et j'ai tellement de questions. » Jack hocha la tête, prêt à répondre à chacune d'elles. À combler ce vide qui les avait séparés si longtemps, il se promit de ne jamais plus laisser un obstacle se dresser entre eux. Cependant, alors qu'ils se séparaient pour la soirée, une pensée persistante hantait encore l'esprit de Jack. Le mystère de l'accident. Quelque chose en lui refusait de croire qu'un simple hasard avait arraché sa fille à sa vie pendant tant d'années. La certitude que quelque chose de sombre se cachait derrière cette tragédie le tenaillait. Cette question, il le savait, le pousserait à plonger dans un passé qu'il avait pourtant essayé d'enterrer. Mais désormais, il ne pouvait plus reculer. Il devait découvrir toute la vérité, pour protéger Élise, et pour enfin tourner la page. L'idée qu'Élise soit enfin retrouvée, que le cauchemar de l'accident soit derrière eux, emplissait Jack d'un bonheur qu'il n'avait pas connu depuis des décennies. Les jours suivant la révélation, il multiplia les moments partagés avec sa fille, apprenant à la connaître comme il aurait dû le faire bien des années auparavant. Il se promenait dans les parcs parisiens, visitait des expositions, et chaque discussion semblait combler un vide. Élise, d'abord un peu intimidée, s'était rapidement laissée porter par cet amour paternel qu'elle avait tant espéré. Elle découvrait en Jack un homme bienveillant, protecteur et attentif, bien loin de l'image du millionnaire distant et froid que ses collègues de restaurant lui avaient souvent décrit un matin alors qu'il prenait un café dans un petit bistrot du Marais. Jack, pensif, évoqua l'accident de façon presque inconsciente. « Tu sais, Élise, le jour de l'accident, c'était un moment terrible. On t'avait cru perdu pour toujours. Et pendant des années, je me suis demandé pourquoi ça nous était arrivé. » Elle le regarda avec compassion, touchée par la douleur encore visible sur le visage de son père. « Je ne peux même pas imaginer ce que tu as dû ressentir, papa. Moi, je n'ai aucun souvenir de cette époque. Tout ce que je sais, c'est ce que les sœurs de l'orphelinat m'ont raconté. » Jack, secouant légèrement la tête, semblait plongé dans ses souvenirs. Il avait toujours eu des doutes sur cet accident. Les détails étaient flous, et certaines circonstances lui paraissaient étrangement suspectes. Pendant des années, il s'était interdit de trop y réfléchir, de peur de raviver des blessures, mais maintenant qu'Élise était de retour dans sa vie, il se sentait plus déterminé que jamais à comprendre ce qui s'était vraiment passé. Le soir même, il décida de fouiller dans ses archives personnelles, espérant trouver des éléments qu'il avait peut-être négligés. En feuilletant de vieux documents et des coupures de presse de l'époque, il se rappela que certains témoins
avait mentionné des détails troublants, des bruits de moteur suspects avant l'accident, des silhouettes mystérieuses aperçues autour du véhicule. Plus Jacques examinait les éléments, plus il devenait clair que cet accident n'était peut-être pas aussi innocent qu'il l'avait toujours cru. Il se rappela aussi que l'un de ses anciens associés, Claude Bérard, avait soudainement pris plus de responsabilités dans l'entreprise, peu après l'accident. Avec une aisance presque inquiétante, à l'époque, Jacques n'y avait vu qu'une coïncidence. Mais aujourd'hui, cela lui semblait trop bien orchestré pour en être une. Ne pouvant ignorer ses soupçons grandissants, Jacques décida d'en parler à Élise le lendemain. Ils se retrouvèrent au parc, comme ils en avaient pris l'habitude. « Élise, j'aimerais te parler de quelque chose qui me tracasse depuis longtemps, » commença-t-il, cherchant ses mots. « Je n'ai jamais vraiment accepté l'idée que l'accident qui nous a séparés ait été accidentel. » Elle le fixa, interloquée. « Que veux-tu dire? Tu penses que quelqu'un a causé l'accident exprès ?» Jacques soupira, sentant le poids de ses doutes. « Je ne sais pas encore, mais certains détails sont troublants. Et il y a aussi les circonstances autour de l'entreprise. Juste après ta disparition, plusieurs personnes ont soudainement gagné du pouvoir. Tout cela semble trop bien calculé pour être dû au hasard. » Élise sentit un frisson la parcourir. Elle avait grandi avec l'idée que son passé était un mystère, mais la possibilité qu'un acte intentionnel ait changé le cours de sa vie la bouleversait profondément. « Alors, tu crois que quelqu'un voulait te nuire, ou peut-être même me faire disparaître ?» demanda-t-elle. Avec une appréhension palpable dans la voix, Jacques posa une main réconfortante sur son épaule. « Je ne veux rien affirmer sans preuve, mais j'ai la ferme intention de découvrir la vérité. Quoi qu'il en coûte, si quelqu'un a osé te priver de ta famille, il doit en répondre. » Élise acquiesça, touchée par la détermination de son père. Elle sentait naître en elle le même besoin de justice, comme si cette quête pour découvrir la vérité sur leur passé lui permettrait aussi de mieux comprendre qui elle était réellement. Ils décidèrent d'unir leurs forces et de mener leur enquête ensemble. Pour cela, Jacques fit appel à un détective privé, un homme de confiance qu'il connaissait depuis de nombreuses années. Il lui expliqua la situation en détail, partageant ses soupçons concernant l'accident et les montées en pouvoir de certains anciens associés, en particulier Claude Bérard, le détective. En homme aguerri, ne laissa transparaître aucune émotion. « Je vais faire le nécessaire, monsieur Lafont. Je commencerai par réexaminer les dossiers de l'époque et interroger les témoins qui pourraient encore se souvenir de quelque chose. » Les jours qui suivirent furent marqués par une attente nerveuse. Jacques et Élise continuaient de se voir, se soutenant mutuellement dans cette nouvelle épreuve. Leur complicité ne cessait de croître, et chaque moment passé ensemble les rapprochait davantage. Un soir, alors qu'ils dînaient chez Jacques, le téléphone sonna. C'était le détective, d'une voix grave. Il leur annonça avoir découvert des éléments perturbants. Certains témoins avaient effectivement remarqué des véhicules suspects autour de la scène de l'accident, et il semblait qu'un des associés de Jacques, à l'époque, avait reçu une somme importante peu après. Jacques raccrocha, le cœur lourd mais résolu. Il savait que ce n'était que le début d'une vérité bien plus sombre, mais il était prêt à tout pour protéger Élise et pour obtenir justice. Pour la première fois, il partagea son plan avec sa fille. « Élise, il est temps de confronter cette personne. Si Claude est impliqué, je veux qu'il sache que je ne me laisserai pas manipuler. Nous devons nous préparer, et cela pourrait être dangereux. » Élise, la voix calme mais déterminée, répondit « Je suis prête, papa. Quoi qu'il arrive, nous découvrirons la vérité ensemble. » Les révélations du détective avaient laissé Jacques et Élise dans un état de choc. Bien que les preuves ne fussent pas encore définitives, tout semblait indiquer qu'un complot avait été orchestré pour les séparer, probablement dans l'intention de s'emparer de la fortune de Jacques. Et tout pointait vers une personne en particulier, Claude Bérard, cet ancien associé qui avait gravi les échelons de la société de Jacques, avec une aisance suspecte peu après la disparition d'Élise. Le lendemain matin, Jacques convoqua son détective privé pour une réunion discrète dans son bureau. Le détective apporta davantage de documents, des relevés bancaires, des témoignages recoupés avec des archives de l'époque. Tout confirmait que Claude Bérard avait reçu des sommes importantes dans les mois suivant l'accident, argent dont la provenance restait floue. « Cela prouve quelque chose, mais pas encore tout », expliqua le détective, les yeux fixés sur Jacques. « Nous devons rester prudents,
Monsieur Lafond. Si Bérard sent que nous enquêtons sur lui, il pourrait essayer de couvrir ses traces, ou pire, tenter de vous nuire. » Jacques acquiesça, malgré son calme extérieur. Il bouillonnait intérieurement. L'idée que quelqu'un ait volontairement orchestré l'accident qui lui avait coûté des années de bonheur avec sa fille le révoltait. « Je comprends. Continuez à creuser, mais restez discret. Je veux des preuves solides avant de le confronter. » Pendant ce temps, Jacques tentait de maintenir une façade calme auprès d'Élise. Ils continuaient à passer du temps ensemble, apprenant à vivre comme une vraie famille. Élise sentait que quelque chose le tracassait profondément, mais elle respectait son silence, convaincue qu'il la protégerait du danger. Cependant, Jacques ne pouvait plus attendre indéfiniment. Un soir, alors qu'il dînait en tête-à-tête avec Élise, il se confia enfin. « Élise, il est probable que l'accident qui nous a séparés ait été planifié. J'ai de fortes raisons de croire que Claude Bérard, un de mes anciens associés, est impliqué dans cette machination. » Élise le fixa, abasourdie, son visage se figeant sous le poids de cette révélation. « Tu veux dire qu'il a essayé de m'éloigner de toi intentionnellement ?» Jacques hocha la tête, le regard sombre. « Tout porte à croire que c'est le cas. Il avait tout à gagner en éliminant ma famille. Et maintenant que tu es revenu, il pourrait vouloir effacer les traces de ce qu'il a fait. » Un frisson parcourut Élise. Elle ne parvenait pas à concevoir que quelqu'un ait pu bouleverser sa vie de manière aussi cruelle, tout cela pour de l'argent et du pouvoir. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle, ses mains tremblantes mais son regard résolu. Jacques prit une profonde inspiration. « Nous devons rester unis et prudents. J'ai l'intention de confronter Claude dès que j'aurai des preuves irréfutables. Mais en attendant, nous devons agir comme si de rien n'était. » Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Jacques jouait le rôle de l'homme d'affaires détaché. Mais intérieurement, il était prêt à tout pour démasquer Claude. Élise, de son côté, s'efforçait de reprendre sa routine. Mais chaque soir, le poids de ce secret pesait sur elle. Hantée par l'idée qu'un homme ait pu orchestrer toute sa souffrance. Un matin, Jacques reçut un appel du détective, Monsieur Lafond. « J'ai trouvé quelque chose d'important. Il semble que Claude ait falsifié certains documents après l'accident. Les transferts bancaires montrent qu'il a mis de l'argent dans des comptes offshore. Et j'ai même des témoins prêts à témoigner de ses manigances. Nous avons suffisamment de preuves pour l'impliquer. » Cette nouvelle apporta à Jacques une satisfaction froide. Enfin, il avait de quoi confronter cet homme qui lui avait causé tant de tort. Il organisa une rencontre avec Claude, le convoquant dans son bureau sous prétexte d'une discussion d'affaires. Lorsque Claude arriva, Jacques sentit la tension monter. Derrière son sourire poli et ses manières raffinées, Jacques voyait maintenant la perfidie de cet homme, la cupidité qui avait déchiré sa vie. Il entama la conversation en prenant un ton détendu. « Claude, ça fait longtemps que nous n'avons pas discuté, toi et moi, » commença Jacques, fixant intensément son interlocuteur. « J'ai pris le temps de réfléchir à certaines choses, à l'accident, à ce que ma vie est devenue ensuite, et j'ai commencé à m'interroger sur certaines coïncidences. » Claude, d'abord étonné, conserva un air impassible. « Jacques, pourquoi tant de mystères ? Nous avons traversé de nombreuses épreuves ensemble. Que veux-tu dire ?» Jacques se pencha en avant, les mains jointes, son regard perçant. « J'ai des preuves, Claude. Des preuves que tu as falsifié des documents et que tu as reçu de l'argent peu après cet accident. Cet accident qui a coûté la vie à ma famille et qui a arraché ma fille à mes bras pendant 20 ans. » Claude pâlit, perdant un instant son calme légendaire. « Jacques, voyons. Ce sont des accusations graves. Je ne vois pas pourquoi je serais mêlé à cela. » Jacques sentit la colère monter en lui. « Ne joue pas avec moi, Claude. Tout ce que j'ai enduré, tout ce que ma fille a vécu, c'est de ta faute. Nous avons des témoins, des documents. Il est fini le temps où je fermais les yeux. » Claude, réalisant qu'il était acculé, tenta une dernière défense. « Jacques, écoute-moi. J'ai fait ça pour nous, pour protéger l'entreprise. Avec ta famille hors de ton chemin, tu aurais pu te concentrer entièrement sur les affaires. » Ces mots glissèrent comme un poison dans l'esprit de Jacques. Il se redressa, les poings serrés, réprimant l'envie de lui asséner un coup. « Tu as détruit ma vie pour ton ambition. Tu m'as privé de ma fille. Tu m'as volé 20 années de bonheur. » Claude, sentant que tout était perdu, esquissa un sourire crispé. « Tu n'as pas les preuves suffisantes pour me détruire, Jacques. Tu as peut-être découvert certains éléments, mais rien de quoi ruiner ma carrière. » Jacques le fixa, impassible. « C'est ce que nous verrons.
Je ne te laisserai plus manipuler qui que ce soit. Tu as perdu, Claude. » Après cet échange tendu, Jacques, bouleversé, sortit de son bureau, sentant le poids de la trahison se dissiper. Il savait qu'un long combat judiciaire l'attendait peut-être, mais il était prêt à se battre jusqu'au bout pour que justice soit rendue. Quand il retrouva Élise ce soir-là, il lui raconta tout dans les moindres détails. Elle l'écouta, choquée mais déterminée. Elle serra la main de son père, partageant avec lui cette rage de justice. « Nous ferons tout pour que cet homme paye pour ce qu'il nous a fait », murmura-t-elle avec force. Jacques hocha la tête, reconnaissant de la force de sa fille. Ensemble, ils savaient qu'ils étaient plus forts. Ils allaient affronter Claude et tous les obstacles sur leur route, avec la certitude que leur lien, désormais retrouvé, était indestructible. Après la confrontation avec Claude Bérard, Jacques sentait qu'il ne pouvait plus rester dans l'ombre. Il avait désormais une mission, faire en sorte que cet homme réponde de ses actes devant la justice. Élise, elle aussi, ressentait une urgence brûlante de faire éclater la vérité au grand jour. Pour elle, cette quête de justice n'était pas seulement pour son père, mais aussi pour la petite fille qu'elle avait été, arrachée à sa famille et contrainte de grandir dans la solitude. Les jours suivants, Jacques et Élise se plongèrent dans la préparation de leur dossier. Jacques utilisa ses contacts et fit appel à des avocats spécialisés, tandis qu'Élise assistait aux réunions, absorbant chaque détail de l'affaire avec une concentration intense. Elle voulait comprendre le moindre aspect, se rendre utile dans cette bataille pour laquelle elle se sentait plus impliquée que jamais. « Nous avons des preuves bancaires solides et des témoignages de personnes présentes autour de l'accident », expliqua l'avocat principal, feuilletant les documents. « Mais il nous faudrait des preuves supplémentaires, un lien plus direct entre Claude et les actions menées ce jour-là. » Élise, réfléchissant intensément, demanda « Y a-t-il un moyen de trouver quelqu'un qui aurait travaillé pour Claude à cette époque? Quelqu'un qui pourrait témoigner de ce qu'il faisait en coulisses ?» L'avocat hocha la tête. « C'est une possibilité, mademoiselle Caron. Nous pourrions aussi interroger d'anciens employés de la société pour voir si certains se rappellent de discussions ou d'ordres inhabituels. » Jacques approuva cette démarche. Il était prêt à tout pour obtenir des réponses. Même si cela signifiait raviver de vieux souvenirs dans son entreprise, il donna son accord pour que les enquêteurs contactent des anciens membres du personnel, dans l'espoir de découvrir d'autres preuves compromettantes. Au fil des jours, Jacques et Élise continuèrent à se voir en dehors des préparatifs juridiques. Tentant de conserver un semblant de normalité au milieu de cette tempête, ils se rendaient souvent dans un parc proche du bureau de Jacques, où ils s'installèrent sur un banc, observant la vie qui défilait autour d'eux. Ces moments simples étaient devenus précieux pour eux, offrant une pause bien méritée dans leur quête acharnée de justice. Un après-midi, alors qu'ils discutaient des souvenirs d'enfance d'Élise, un homme s'approcha d'eux, les traits marqués par les années mais l'air déterminé. Il tendit la main à Jacques, se présentant d'une voix rauque. « Monsieur Lafond, excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Henri Martin. J'ai travaillé pour vous il y a longtemps, dans votre société. » Jacques fronça les sourcils, tentant de replacer ce visage familier. « Henri, oui, bien sûr, vous travaillez dans l'équipe de sécurité. N'est-ce pas ?» L'homme hocha la tête. « Exact. J'ai entendu parler de vos récentes recherches sur l'accident qui vous a séparé de votre fille. Je pense savoir des informations qui pourraient vous être utiles. » Élise et Jacques échangèrent un regard, leur cœur battant à l'unisson. Ils se levèrent et invitèrent Henri à les suivre jusqu'à un café voisin pour discuter plus tranquillement. Une fois installé, Henri reprit la parole, jetant des coups d'œil nerveux autour de lui. « À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Mais quelques jours avant votre accident, monsieur Lafond, Claude Bérard m'avait donné des instructions particulières. Il m'a demandé de surveiller certains de vos déplacements, de signaler vos activités. Ça m'a semblé étrange, mais j'ai obéi, pensant que c'était une simple mesure de sécurité. » Jacques serra les poings, sentant sa colère monter. « Vous dites que Claude vous a fait espionner mes mouvements sans m'en parler. » Henri hocha la tête, visiblement mal à l'aise. « Oui, et après l'accident, il m'a demandé de détruire certains documents, à l'époque. Je ne comprenais pas vraiment de quoi il s'agissait. J'étais payée pour suivre les ordres, mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai entendu, je pense que Claude cachait quelque chose. » Élise, captivée par ce témoignage, demanda doucement « Et vous seriez prêt à témoigner de tout cela devant un tribunal ?» Henri prit une profonde inspiration. « Oui,
Si cela peut t'aider à faire éclater la vérité et à réparer les torts, je suis prêt à le faire. » Ce témoignage fut un véritable coup de pouce pour Jacques et Élise. Ils remercièrent chaleureusement Henri, promettant de le recontacter dès que le dossier serait prêt. Cet entretien leur redonna espoir, comme si la justice se rapprochait un peu plus. Dans les jours qui suivirent, l'équipe juridique de Jacques se mit à rassembler tous les éléments, ajoutant le témoignage de Henri au dossier. Claude ne semblait toujours pas se douter de la contre-attaque imminente, continuant à vaquer à ses affaires sans suspicion apparente. Jacques, bien que déterminé à aller jusqu'au bout, ressentait la pression de cette situation. Parfois, il s'asseyait seul dans son bureau, repensant à ses années de souffrance et de solitude. Mais maintenant, avec la certitude qu'il allait pouvoir rendre justice à sa fille, Élise, quant à elle, ressentait une énergie nouvelle, un sentiment de paix qui émergeait à mesure que la vérité se dévoilait. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Jacques posa une main réconfortante sur celle d'Élise. « Tu sais, si tout cela n'était pas arrivé, je ne sais pas si nous nous serions retrouvés, et même si ce que nous vivons est difficile, je ne regrette rien, car tu es là. » Élise sourit, émue. « Moi non plus, papa. Peu importe ce que cela nous coûte, nous allons obtenir justice ensemble. » Ils savaient tous deux que ce combat serait encore long, mais leur détermination était plus forte que jamais. Ensemble, ils formaient une alliance que rien ni personne ne pourrait briser. Le jour de la confrontation approchait, et Jacques se préparait mentalement pour ce moment qu'il attendait avec tant d'impatience, désormais armé des preuves nécessaires. Il était prêt à démasquer Claude Bérard et à dévoiler son implication dans le complot qui avait dévasté sa vie et celle de sa fille, Élise, à ses côtés, restait calme et résolu, prête à affronter l'homme qui avait été l'architecte de leur séparation. Jacques organisa une rencontre discrète avec Claude dans un de ses bureaux privés. Sous prétexte d'une réunion de suivi sur les affaires de l'entreprise, Élise attendait dans une pièce adjacente, écoutant discrètement la conversation par l'intermédiaire d'un interphone installé par le détective privé, lorsque Claude arriva, vêtu de son habituel costume impeccable. Il semblait confiant et détendu. Sans se douter qu'il marchait droit vers un piège, Jacques, assis derrière son bureau, l'accueillit d'un regard glacial, tentant de dissimuler la colère qui bouillonnait en lui. « Claude, merci d'être venu. Nous avons quelques affaires à régler, des points que je souhaitais clarifier avec toi. » Claude, souriant poliment, hocha la tête. « Bien sûr, Jacques, toujours là pour rendre service. » Jacques fixa intensément son ancien associé, puis sortit un dossier épais, rempli de documents qu'il posa devant lui. « Je vais être direct, Claude. J'ai fait des découvertes récentes concernant l'accident qui a coûté la vie à ma famille et qui a séparé ma fille de moi pendant 20 ans. » Claude, d'abord surpris, se reprit rapidement, affichant une expression d'innocence feinte. « Jacques, je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Cet accident était une tragédie, tu le sais bien. » Jacques ouvrit le dossier, feuilletant les pages lentement. « Ne mens pas, Claude, nous avons des preuves. Des transferts d'argent sur des comptes offshore, des documents falsifiés et même des témoins qui se rappellent de tes manigances. » Claude perdit son sourire et blêmit, comprenant que Jacques avait découvert la vérité. « Jacques, tu ne peux pas croire ces absurdités. Tu sais que j'ai toujours été loyal envers toi et ton entreprise. » Jacques se pencha en avant, son regard brûlant de rage contenue. « Loyal, répéta-t-il d'une voix acérée. Tu as détruit ma vie pour ton ambition personnelle, pour t'emparer du contrôle de mon entreprise. Tu m'as privé de ma fille, et tu prétends encore être loyal. » Claude, réalisant qu'il n'avait plus rien à perdre, abandonna tout prétexte. Son visage se transforma, passant de la panique à un rictus froid. « Très bien, Jacques, si tu veux la vérité. Alors oui, j'ai orchestré cet accident. Oui, j'ai tout planifié pour que tu sois seul, vulnérable, pour que je puisse diriger cette entreprise à ma manière. » Jacques sentit une colère noire l'envahir. Mais il resta maître de lui-même. « Tu as détruit ma famille pour du pouvoir, Claude. Et maintenant, tu vas en payer le prix. » Claude, en désespoir de cause, tenta une dernière manœuvre. « Jacques, écoute-moi. Tu ne pourras rien prouver devant un tribunal sans te salir toi-même. Nous avons tous les deux agi dans l'ombre. Et crois-moi, je connais des choses sur toi que tu préférerais garder secrètes. » À ce moment, Élise entra dans la pièce,
Sa présence inattendue surprenant Claude, elle se plaça aux côtés de son père, son regard empli de détermination. « Votre arrogance est stupéfiante, monsieur Bérard. Vous avez détruit nos vies. Et vous pensez encore pouvoir manipuler mon père. » Claude recula, décontenancé par la présence d'Élise. Il comprit alors qu'il était encerclé, que tout ce qu'il avait tenté de bâtir pour usurper Jacques allait s'effondrer. « Toi aussi, Élise, » murmura-t-il avec un sourire amer. « Alors c'est ça. L'union de la famille Lafont pour me faire tomber. » Élise, froide et implacable, lui répondit d'une voix calme. « Ce n'est pas une question de vengeance, Claude. C'est une question de justice. Vous allez répondre de vos actes, et ni mon père ni moi n'avons l'intention de reculer. » Jacques, sentant la détermination de sa fille et à ses côtés, trouva une force nouvelle. « Tu as fait ton choix, Claude, et maintenant tu en subiras les conséquences. Les preuves que nous avons rassemblées suffisent largement pour te faire inculper. » Claude, réalisant qu'il n'avait plus aucune issue, perdit son calme. « Très bien, Jacques. Si tu veux jouer à ce jeu, sache que je ne tomberai pas seul. Beaucoup de gens au sein de cette entreprise ont suivi mes ordres. Si je tombe, j'emporterai avec moi tous ceux qui ont contribué à faire de toi ce que tu es. » Jacques le regarda avec un mépris absolu. « Fais ce que tu veux, Claude. Ta soif de pouvoir t'a aveuglé. Mais moi, j'ai déjà perdu tout ce qui comptait. Rien de ce que tu diras ne pourra m'atteindre davantage. » Après cet ultime échange, Claude, comprenant qu'il avait définitivement perdu, se laissa emmener par les hommes de sécurité que Jacques avait appelés. Les preuves contre lui étaient solides, et désormais, il ne restait plus qu'à attendre que la justice fasse son œuvre. Une fois Claude emmené, Élise s'assit à côté de son père, épuisée mais soulagée. Elle sentit qu'un poids immense venait de se lever de ses épaules, qu'elle avait enfin retrouvé une paix qu'elle n'avait jamais connue. Jacques, quant à lui, regarda sa fille avec une fierté et une gratitude infinie. « Élise, sans toi, je n'aurais jamais eu la force de faire face à tout cela. Tu m'as donné une raison de me battre, et maintenant, nous pouvons enfin aller de l'avant. » Élise sourit, prenant la main de son père dans la sienne. « Oui, papa, ensemble, nous avons surmonté cette épreuve, et rien ni personne ne pourra plus jamais nous séparer. » Ils restèrent ainsi, profitant de ce moment de calme après la tempête, conscients que leur lien, bien que mis à l'épreuve par les années et les épreuves, était maintenant indestructible, après la confrontation avec Claude et sa mise en garde. Jacques savait que l'affaire n'était pas encore complètement réglée. Les preuves qu'il avait rassemblées allaient effectivement permettre d'intenter une action en justice. Mais il fallait également s'assurer que le réseau de complices de Claude ne puisse pas détruire les éléments clés. Jacques décida de prendre des mesures pour exposer publiquement les manigances de Claude et le réseau de corruption qu'il avait mis en place dans l'entreprise. Élise, déterminée à l'aider jusqu'au bout, proposa un plan audacieux: organiser une conférence de presse et divulguer les informations à un cercle de journalistes de confiance. Jacques, d'abord réticent, finit par accepter l'idée. En exposant publiquement les preuves, il prenait le risque de faire grand bruit. Mais cela limiterait les chances de Claude et de ses complices d'étouffer l'affaire. Le lendemain, Jacques contacta ses avocats et plusieurs journalistes d'investigation de renom, les invitant à une réunion confidentielle où ils auraient accès aux preuves de la trahison de Claude. Élise assista également à cette rencontre. Partageant avec calme et conviction son expérience personnelle de victime de cette machination, la conférence se tint dans une salle privée d'un hôtel prestigieux. Jacques et Élise avaient organisé chaque détail, veillant à ce que les éléments de preuve soient bien visibles et les témoignages clairement exposés. Élise, vêtue d'un ensemble sobre et élégant, se tenait aux côtés de son père, prête à défendre leur cause avec fermeté. Jacques prit la parole, le regard fixé sur les journalistes présents. « Mesdames et messieurs, ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui n'est pas seulement une affaire de justice. C'est aussi une histoire de trahison, de perte et de rédemption. » Il inspira profondément avant de poursuivre. « Il y a 20 ans, un accident tragique m'a privé de ma fille, que j'ai crue morte. Cependant, des années plus tard, j'ai découvert non seulement qu'elle avait survécu, mais aussi que cet accident n'était pas un simple malheur. C'était un acte de sabotage. » Un murmure de stupéfaction parcourut la salle. Élise prit la parole à son tour, sa voix posée et déterminée. « J'ai grandi dans l'ignorance de mon histoire, sans savoir qui étaient mes parents, ni pourquoi j'avais été séparée d'eux. Aujourd'hui,
Je suis ici pour témoigner de la vérité et demander justice pour les années que nous avons perdues à cause de la cupidité et de la manipulation. » Elle raconta brièvement son parcours, son enfance à l'orphelinat, son sentiment de solitude, puis sa rencontre avec Jacques et la découverte de leur lien familial. Elle parla avec émotion, mais aussi avec une force intérieure qui impressionna les journalistes. Jacques poursuivit en fournissant des preuves des transactions douteuses et des témoignages des employés qui avaient collaboré avec Claude sous la contrainte ou par intérêt. Les journalistes prirent des notes avec attention, échangeant des regards de surprise et d'indignation. L'un d'eux demanda « Monsieur Lafont, pourquoi n'avoir pas parlé de cette affaire plus tôt ?» Jacques répondit calmement « Parce que je ne voulais rien affirmer sans preuve. Mais aujourd'hui, nous avons suffisamment de documents pour établir la vérité et révéler les pratiques immorales de Claude Bérard. C'est pour cela que nous avons choisi de rendre cela public. » La conférence de presse marqua un tournant décisif. Le lendemain, les médias relayèrent l'affaire, exposant les détails des transactions illégales de Claude et les circonstances troublantes de l'accident qui avait coûté 20 ans de la vie de Jacques et d'Élise. Les titres des journaux et les émissions de télévision étaient unanimes. Trahison au cœur de l'entreprise Lafont. Le scandale Bérard. 20 ans de mensonges exposés. Face à l'ampleur de la révélation publique, Claude et ses complices se retrouvèrent acculés. Plusieurs d'entre eux, pour éviter d'être impliqués dans un scandale de grande envergure, acceptèrent de témoigner contre Claude, révélant ainsi davantage de preuves de son implication. En quelques jours, une action en justice fut lancée et Claude fut arrêté, incapable d'échapper aux conséquences de ses actes. Pendant cette période intense, Jacques et Élise restèrent soudés, se soutenant l'un l'autre dans les moments difficiles. Bien que la victoire contre Claude n'efface pas les années de souffrance, ils savaient qu'ils avaient enfin rétabli la vérité et que justice serait rendue. Un soir, après la fermeture de la conférence, Jacques et Élise se retrouvèrent en tête-à-tête dans le bureau de Jacques, épuisés mais soulagés. Jacques se tourna vers sa fille, un sourire fatigué mais sincère aux lèvres. « Nous l'avons fait, Élise, ensemble. Nous avons réussi à rétablir la vérité. » Élise lui sourit, touchée. « Oui, et peu importe ce que l'avenir nous réserve, je sais que nous pourrons affronter tout cela ensemble. » Ils restèrent un instant en silence. Profitant de ce moment de paix après la tempête, ils savaient que le chemin pour reconstruire leur vie serait encore long, mais ils étaient prêts, unis et déterminés à tourner cette page sombre pour ouvrir un nouveau chapitre, avec Claude maintenant officiellement accusé et la vérité enfin révélée. Jacques et Élise commencèrent à envisager leur avenir avec plus de sérénité. Cependant, ils savaient que le chemin vers la guérison complète serait parsemé de défis. Pour Jacques, l'arrestation de Claude n'était que le début d'un long processus visant à rétablir l'honneur de sa famille et à réparer les dommages causés par des années de mensonges et de manipulations. Toutefois, Jacques ne s'attendait pas à ce que Claude tente une dernière manœuvre pour échapper à la justice. Quelques jours après son arrestation, il envoya un message à Jacques, demandant une rencontre en privé, affirmant qu'il avait des informations cruciales à révéler, mais uniquement en échange de certaines concessions. Jacques hésita, mais sa soif de vérité le poussa à accepter, avec prudence. La rencontre fut organisée dans une salle sécurisée de la prison, sous la surveillance de gardes. Claude apparut, fatigué et visiblement marqué par les récents événements, mais son regard trahissait toujours cette lueur de défi. Jacques, se tenant droit, le fixa sans la moindre trace de pitié. « Alors, Claude, quelle est cette information si importante que tu tiens à me transmettre ?» demanda Jacques d'une voix froide. Claude esquissa un sourire amer. « Jacques, je sais que j'ai perdu, mais je ne suis pas prêt à tomber sans emporter avec moi quelques secrets. Il y a des choses dans cette entreprise qui pourraient encore te nuire, des informations qui pourraient discréditer ton nom et ta réputation. » Jacques haussa les sourcils, demeurant impassible. « Et tu penses que je vais céder à tes menaces? Tu m'as pris ma fille, tu m'as trahi, et maintenant tu t'accroches à des mensonges pour tenter d'échapper à la justice. » Claude le regarda intensément, tentant de retrouver son emprise d'autrefois. « Si tu veux que je reste silencieux et que je ne divulgue pas certains dossiers, tu devras me faire une offre. » Jacques resta silencieux pendant quelques secondes, puis soupira profondément. « Claude, tu as peut-être gagné en manipulation dans le passé, mais cette fois, ta soif de pouvoir t'a perdu. Je ne céderai à aucune de tes demandes.
Claude sembla un instant décontenancé, mais il reprit rapidement. « Si c'est ainsi, alors prépare-toi à voir des révélations qui pourraient te détruire. » Jacques serra les poings, puis se tourna vers la sortie. Fermant la porte sur Claude et ses menaces, il savait qu'il avait pris la bonne décision. Mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si Claude possédait réellement des informations pouvant lui nuire. Le sacrifice de sa propre réputation, dans le but de protéger sa fille, et de ne plus jamais laisser un homme comme Claude le manipuler, en valait la peine. Plus tard dans la journée, Jacques retrouva Élise dans son bureau. Elle avait perçu la tension dans le regard de son père et attendait avec une certaine inquiétude. Jacques lui raconta en détail ce qui s'était passé lors de sa rencontre avec Claude et l'ultimatum que ce dernier avait tenté de poser. Élise, touchée par les choix de son père, serra doucement sa main. « Papa, tu as fait le bon choix, peu importe ce que Claude pourrait essayer de révéler. Nous avons la vérité de notre côté. Nous ne devons pas laisser ces dernières manigances nous affecter. » Jacques, ému par la force d'Élise, hocha la tête. « Tu as raison. Tout ce que j'ai sacrifié jusqu'ici l'a été pour toi, pour que nous puissions enfin vivre sans mensonge et sans peur, peu importe ce qu'il tentera. Notre famille est maintenant plus forte que jamais. » Les jours suivants, Claude tenta effectivement de faire publier des informations compromettantes sur Jacques, mais les preuves qu'il possédait étaient vagues et basées sur des suppositions, insuffisantes pour ternir la réputation de Jacques aux yeux du public. La presse, qui avait d'abord relayé ces accusations, perdit rapidement intérêt, se concentrant davantage sur l'implication de Claude dans le complot contre Jacques et Élise. Jacques et Élise, après ces derniers remous, commencèrent enfin à voir la fin de cette bataille. Ils avaient traversé des épreuves qui les avaient transformés, renforçant leur lien familial. Jacques comprit qu'il devait aussi se pardonner d'avoir été aveuglé par la confiance qu'il avait accordée aux mauvaises personnes. Un soir, alors qu'il dînait tranquillement chez Jacques, il posa une main affectueuse sur celle de sa fille. « Élise, nous avons tout surmonté ensemble. Et maintenant, il est temps de penser à l'avenir. » Élise sourit, le cœur apaisé. « Oui, papa, nous avons enfin trouvé notre paix. Et je suis prête à avancer, à reconstruire ma vie avec toi à mes côtés. » Ils savaient tous deux que les sacrifices consentis n'avaient pas été vains. Ils avaient redécouvert le bonheur d'une famille unie, et peu importait ce que l'avenir leur réservait. Ils étaient prêts à affronter chaque étape ensemble, avec la chute de Claude et les menaces désormais derrière eux. Jacques et Élise purent enfin se concentrer sur leur avenir. Cette période tumultueuse, qui avait bouleversé leur vie, les avait rapprochés d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ils étaient enfin prêts à reconstruire ce qui leur avait été arraché, à redonner du sens à leurs existences et à célébrer cette deuxième chance de vivre en famille. Jacques, qui avait passé tant d'années à se plonger dans le travail pour éviter de confronter sa solitude, décida de réévaluer ses priorités. Il souhaitait désormais consacrer plus de temps à sa fille, découvrir ses passions, ses rêves et l'accompagner dans la vie qu'elle voulait mener. Lors d'un dîner en tête-à-tête, il proposa à Élise une idée qui lui tenait à cœur depuis quelque temps. « Élise, » commença-t-il en posant son verre de vin, « j'ai réfléchi à une chose. J'aimerais que nous ouvrions ensemble une fondation. Une organisation qui pourrait aider les enfants sans famille, ceux qui, comme toi, n'ont pas eu la chance de grandir entourés de leurs parents. » Élise, émue par cette proposition, le regarda avec des yeux brillants. « Papa, c'est une idée magnifique. Je veux tellement donner aux enfants orphelins l'espoir d'un avenir meilleur. Si nous pouvons faire quelque chose pour eux, alors je suis à tes côtés, comme tu l'as été pour moi. » Ils commencèrent alors à travailler ensemble sur ce projet, mettant en place des ressources et organisant des équipes pour lancer la fondation. Les compétences de Jacques et la détermination d'Élise se révélèrent complémentaires. Et bientôt, leur projet attira l'attention de la presse. Ce nouveau chapitre leur permit de transformer leur douleur en un acte de générosité, rendant leur lien familial encore plus fort et significatif. Au fil des mois, leur vie retrouva une forme de normalité. Élise s'adapta à ce nouveau rôle, découvrant le monde des affaires tout en continuant de s'investir dans des activités bénévoles. Elle rencontra des enfants qui, comme elle autrefois, avaient été privés de leurs racines et tentaient d'apporter un peu de lumière dans leur quotidien. Pour Jacques, chaque jour passé auprès d'Élise lui rappelait combien la vie pouvait être belle, même après des années de tourments. Il se sentait apaisé, libéré de l'ombre de Claude et des années de solitude qui l'avaient enfermé dans une existence distante et froide. Désormais, il vivait chaque moment comme un cadeau,
savourant la complicité retrouvée avec sa fille. Un jour, lors de l'inauguration officielle de leur fondation, Jacques et Élise prirent la parole devant un petit groupe de partenaires et de journalistes. Élise, radieuse, remercia les personnes présentes pour leur soutien, avant de raconter brièvement son histoire et ce qui l'avait amenée à s'engager dans ce projet. « Il y a encore peu de temps, je ne savais rien de mes origines, » dit-elle d'une voix calme mais assurée. « Je pensais que ma vie se limiterait à des souvenirs incomplets et à un passé inconnu. Mais aujourd'hui, je suis ici, avec mon père, et nous sommes déterminés à donner une chance aux enfants de trouver leur place dans ce monde. » Jacques, ému, ajouta en regardant Élise avec fierté. « J'ai commis des erreurs par le passé. J'ai fermé les yeux sur des signes que j'aurais dû voir, mais aujourd'hui, je veux réparer ces erreurs et me consacrer à ce qui compte vraiment. Avec cette fondation, j'espère redonner un peu de ce que la vie m'a enlevé autrefois. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle. Et Jacques et Élise échangèrent un sourire complice. Ce projet, cette fondation, symbolisait pour eux bien plus qu'une simple organisation caritative. C'était une façon de clore un chapitre douloureux et de commencer une nouvelle aventure. Ensemble, en quittant la salle, ils s'arrêtèrent dans un parc à proximité, appréciant le calme après l'agitation de l'inauguration. Jacques, assis sur un banc, observa Élise, qui regardait les enfants jouer, le sourire aux lèvres. « Je n'aurais jamais imaginé pouvoir connaître un tel bonheur après toutes ces années, » murmura-t-il. « Grâce à toi, j'ai retrouvé non seulement une fille, mais aussi une raison de vivre. » Élise s'assit à côté de lui, posant une main affectueuse sur son épaule. « Et moi, grâce à toi, j'ai trouvé mes racines, ma famille. Nous avons traversé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je sais que nous sommes plus forts que jamais. » Ils restèrent un moment en silence, appréciant ce sentiment de paix retrouvé. Le vent faisait doucement bruisser les feuilles, et le soleil couchant baignait le parc d'une lumière dorée, presque irréelle. C'était un moment simple, mais empli de sens pour eux, comme un symbole de leur renaissance. À cet instant, Jacques comprit que la rédemption n'était pas seulement une question de justice rendue, mais aussi de pardon et de reconstruction. Ce nouveau chapitre avec Élise n'effacerait pas les souffrances du passé, mais il leur permettait de transformer ces blessures en quelque chose de beau et d'altruiste. Main dans la main, ils quittèrent le parc, prêts à affronter le futur avec confiance et sérénité. Pour Jacques et Élise, cette épreuve n'était plus une fin, mais un commencement. Une nouvelle vie les attendait, et ils savaient désormais qu'ils pouvaient tout affronter, tant qu'ils étaient ensemble.